Bon lunch à tous et à toutes. Il est 12h01. Vous écoutez Le Goût d'info avec Angélie, Béatrice et Michael. Contente de vous retrouver. Vous allez bien? Oui, ça va super bien, toi. Ça va super bien, toi? Ben oui, ça va super bien, merci. C'est l'heure du Goût d'info. J'ai pensé à toi, Michael, cette semaine. Je sais que tu viens de Trois-Rivières et que tu es un fan de hockey. Alors que Jean-Guy Talbot s'est éteint cette semaine, le joueur de hockey du Canadien de Montréal, originaire de Trois-Rivières. Ça peut être évident à prendre de ton côté. Non, exactement. Triste nouvelle tout de même. Là. Jean-Guy Talbot, qui était aussi très connu à Trois-Rivières là, pour pas le Colisée, excusez-moi, l'amphithéâtre un peu qu'on avait pour lui. Le Colisée Jean-Guy Talbot, dans le fond, là, moi, c'est là où j'ai appris à faire du patin quand j'étais jeune. Là. Je le tiens dans mon cœur, Jean-Guy Talbot. Moi aussi, j'ai travaillé dans les téléphones auparavant. Petite anecdote, il est rentré m'emmener, c'est moi qui gérais cellulaire, Internet, toutes ces petites choses-là avec lui. Il a compris rapidement que j'étais un fan de hockey, il a compris rapidement que je savais c'était qui. Il est revenu 2 semaines après avec un sac Costco de goodies, avec genre des bâtons de hockey signés, des cartes de hockey, un chandail du Canadien. J'étais aux anges, là. Wow. C'était un homme formidable, super gentil, qui redonnait beaucoup à sa communauté. C'était incroyable. Donc, j'étais effectivement très, très triste quand j'ai su la triste nouvelle. Là. Ben, c'est ce qu'il dit sur les réseaux sociaux. On parle de lui comme un grand joueur d'équipe, un gars tout le temps heureux. Mais en fait, pour qu'il t'amène ce sac de goodies-là, comme tu dis, c'est parce que vous avez dû parler longtemps. Il a dû prendre le temps de t'écouter, finalement. Longtemps, tu dis. Je pense qu'on avait terminé, là, ça faisait un petit moment déjà. Là. Il est resté 1 demi-heure en magasin avec moi, simplement parler de hockey. La vieille époque qu'il appelait, là, la belle époque. Moi, j'avais beaucoup de questions aussi. Là. Je textais à mon père en même temps. Je suis comme, as-tu des questions pour Jean-Guy Talbot? Donc là, c'était un peu un. Ce sera pas long, Jean-Guy. Michel me répond, je te reviens. Puis non, c'était intéressant. C'était super beau à voir. Puis même sa femme qui était avec lui à ce moment-là était comme, inquiète-toi pas, on va revenir à chaque semaine. On va te ramener des rondelles. J'ai la cave pleine, c'est ça qu'elle m'a dit. Donc, on se doute là, que ça doit être une dure semaine là, pour les fans de hockey. Sur une autre idée, c'est pas le temps en fait de tomber en panne en voiture cette semaine. On a une grosse vague de froid là, dans les prochaines 24 heures. On parle de température là, restant dans les environs de moins 17 dans la région d'Ottawa-Gatineau. Ça ne va pas dépasser par contre le record actuel. Je ne sais pas si vous le savez, il y a un record établi à Ottawa de moins 20,9 qui a été établi en 1989. On ne parle pas de ça là, cette semaine, idéalement, heureusement en fait. Aujourd'hui à l'émission, on parle du mois des Noirs. On reçoit le conseiller du district d'Aylmer et président du conseil municipal, Stephen Boivin. On parle de politique canadienne, de pourboire. Mais avant tout, Béatrice, on se rappelle que cette semaine, la démission de la mairesse de Gatineau, France Belle-Île, a créé tout qu'un émoi dans le monde politique. Effectivement, Angélie, la démission à mi-mandat de France Belle-Île, première femme mairesse de Gatineau, a fait beaucoup jaser cette semaine. Après plus de 2 ans à son poste, elle a quitté en dénonçant un milieu hostile qui a entraîné, selon elle, le départ d'élus municipaux. Elle explique vouloir préserver sa santé. Par contre, il y a plusieurs élus qui ont affirmé qu'il n'y avait pas de climat toxique ou hostile au sein du conseil municipal à Gatineau. Rappelons que l'ex-mairesse sera remplacée par le maire suppléant Daniel Champagne, nommé mardi à ce poste. Petite question pour toi, Béa. Oui. Est-ce qu'elle a donné son 2 semaines de préavis? Je pense pas que c'est un prérequis là, quand tu démissionnes en politique. Je ne crois malheureusement pas. Ah, dommage. Parce que là, il aurait dû avoir un petit 2 semaines toxique là, si c'était le cas. En continuant, toujours sur la scène politique, mais fédérale cette fois-ci, après 2 ans, jour pour jour aujourd'hui, que le président russe Vladimir Poutine ait lancé son assaut en Ukraine, le premier ministre Justin Trudeau est apparu aujourd'hui dans la capitale ukrainienne de Kiev aux côtés d'autres dirigeants mondiaux pour souligner le 2e anniversaire de l'invasion russe dans le pays. Souvenons-nous que depuis le début de cette guerre, le Canada est un allié auprès de l'Ukraine. Justin Trudeau a même promis de veiller à ce que le Canada soit aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra pour remporter la victoire. Par contre, le gouvernement fédéral n'a pas encore fourni toute l'aide militaire promise, ce qui incite plusieurs à accuser le premier ministre de revenir sur sa parole. La Ville d'Ottawa attend toujours une contre-offre du fédéral pour l'achat de la rue Wellington près d'1 an après avoir rejeté la première offre. En effet, le gouvernement fédéral aimerait piétonniser la rue Wellington à Ottawa pour des raisons de sécurité.
un groupe de travail fédéral et municipal a analysé plusieurs scénarios pour déterminer comment la fermeture de la rue Wellington pourrait affecter les autres artères du centre-ville. Ce même groupe suggère qu'une fermeture pourrait également accroître la pression sur les infrastructures cyclistes et de bus. Les habitants de la ville d'Ottawa sont très satisfaits de la réouverture de la rue qui fait face au bâtiment de la cité parlementaire et qui, rappelons-le, est une source de débat depuis que la ville a été contrainte de la fermer pendant près de 1 an en 2022 en raison du convoi des camionneurs. Un syndicat évoque une convention collective pour les travailleurs étrangers. Le nombre total de travailleurs attendus dans les serres pendant la saison en Ontario est estimé de 10 000 à 12 000. On parle de travailleurs qui sont principalement venus du Mexique et de pays des Caraïbes. Ils participent à des programmes saisonniers d'une durée de 8 mois ou de maximum 2 ans. Selon le représentant national du syndicat des travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce du Canada, les travailleurs migrants travaillent dans des conditions difficiles. Ils sont constamment surveillés et appelés à travailler sous pression. Des travailleurs migrants ont même trouvé la mort au cours des 2 dernières années en Ontario. Les propriétaires de serres qui ne se conforment pas aux exigences s'exposent à des sanctions très sévères. Par exemple, les recruteurs reconnus coupables d'avoir pris ou conservé le passeport ou le permis de travailleur d'un ressortissant étranger s'exposent à une amende maximale de 500 000 pour un particulier et de 1 million de dollars pour une entreprise en vertu de la loi sur la protection des étrangers en matière d'emploi. Sur une note plus légère au sport, l'Ontarienne Rachel Homan a remporté son premier match éliminatoire au tournoi des cœurs disputé à Calgary, en Alberta. Si vous ne connaissez pas le tournoi des cœurs, chers collègues, c'est un tournoi de championnat annuel de curling féminin au Canada. Toujours invaincue après 9 rencontres cette année, dont 8 au tour préliminaire, Rachel Homan est en quête d'une 4e sacre au tournoi des cœurs, mais un premier depuis 2017. En terminant ce bulletin de nouvelles, je voulais vous mentionner que le Salon du livre de l'Outaouais 2024 a lieu au Palais des Congrès de Gatineau cette fin de semaine, soit du 22 au 25 février. Pensez-vous aller y faire un tour? On sait déjà la réponse de Michael. Pardon? Non, effectivement, je suis pas un fin lecteur. La dernière fois que j'ai lu un livre, j'ai lu 2 pages du Seigneur des Anneaux. Ça a terminé que j'ai écouté le film. Là. Ben moi, je dois dire que ça a été sur mes résolutions cette année de lire plus. Donc, assurément que je vais aller faire un tour. Là, à date, je suis en février, ça va bien. Là, fait on garde le cap là, pour la suite. Lâche pas. Excellente résolution. Mon segment cette semaine, je vous l'ai dit plus tôt, on va parler de pourboire. Pourquoi, en fait, c'est que dernièrement, je suis allée en voyage d'affaires. Et qu'est-ce qu'on fait quand on va en voyage d'affaires? On mange au restaurant. On va souper un soir et à la suite du repas, l'employé qui a fait le service me donne la machine TPV pour payer finalement. Puis j'ai remarqué que sur la machine, les choix sont 22, 25 et 28 %. Oui. Hey, c'est beaucoup. C'est quasiment... énorme. C'est alarmant. Puis là, j'ai envie d'ouvrir le sujet encore une fois. Encore, vous allez me dire, parce qu'on en parle là, souvent, ce sujet-là depuis très longtemps. Mais moi, j'ai goût de vous poser la question, est-ce qu'on va trop loin avec le pourboire? Parce que, principalement sur les machines TPV que je viens de parler, j'ai l'impression qu'on peut s'en permettre plus parce que personne n'a envie de subir le malaise avec le ou la serveuse quand on refuse ou qu'on change le pourcentage de pourboire finalement. Là. J'ai travaillé beaucoup dans les bars, donc effectivement, le malaise que tu parles, là, de donner la machine, de voir le client faire autre montant ou autre pourcentage, puis là tu te dis « Oh non, il va me donner moins. » Exact. Mais des fois, c'est plus, il donne plus, ça c'est le fun. Mais effectivement, dans le bar où je travaillais, c'était 15, 20 ou 22 15, 18 et 20 Ouais. Mais ça, c'est le rêve pour les gens qui travaillent en restauration. Là. Peux-tu me rappeler les chiffres, s'il te plaît? Ben, en fait, moi, ceux que j'avais pendant mon souper, là, c'était 22, 25 et 28 % qui avaient été sur la machine. Ça, c'est énorme. Quand on parle de factures de restaurant, des fois, là, dans un gros souper comme ça peut augmenter considérablement la valeur là, de la facture. Là. Moi, c'est ça qui me fait me questionner. Puis, ce que tu dis, Michael, ça me parle beaucoup parce que je sais pas si ça allait être d'accord, mais moi, mon opinion par rapport à ça est que je trouve qu'on valorise beaucoup plus un bon pourboire versus un bon service. Parce que quand on parlait de la base qui était 15 % il y a quelques années maintenant, là, c'est rendu quasiment derrière nous, mettre un 15 % c'est comme si on disait à la serveuse ou au serveur, c'était correct, ordinaire. Tandis que finalement, c'est quand même considérable là, comme montant. Là. Oui, effectivement. Puis aussi, ce qu'il faut comprendre, étant une ancienne serveuse, c'est que techniquement, ce qui est demandé, c'est le pourboire de calculer le 15 % avant les taxes. Mais sur ces machines-là,
c'est un calcul qui se fait après taxe. Après Donc, taxe, ouais. techniquement, ce 15 %-là, c'est un 18 % dans les faits. Donc, les gens donnent déjà plus qu'ils sont censés donner, ce qui est très généreux. Effectivement, c'est réellement des sous là, qui sont donnés aux serveurs-serveuses qui le méritent amplement, là, soit dit en passant. Je me suis rendu compte que je m'attaque à deux membres là, de la restauration. Là, je m'en excuse, mais... Fais attention à ce que tu dis. Exact. C'est ça qu'on veut dire. Mais tout ça pour dire que je crois qu'on devrait peut-être réglementer le tout parce que je pense que si ça continue comme ça, on pourrait se rendre à des montants là, qui sont complètement dépassés, selon moi. De notre côté, Michael, pour ta, comme on aime si bien appeler, ta chronique, tu délaisses cette semaine la politique américaine pour t'attaquer à la politique canadienne. On a bien hâte d'entendre ça. Exactement. Donc, juste un petit avertissement. Je sais, on préfère dire « vaut mieux en rire qu'en pleurer ». Aujourd'hui, on va en rire. C'est bon? C'est bon. Parfait. Chers auditeurs, bienvenue dans notre petit coin de détente politique où l'actualité canadienne se savoure avec une pincée de sel et beaucoup de sirop d'érable. Alors, enroulez-vous bien dans vos couvertes, car aujourd'hui, nous plongeons dans la péripétie de nos chers dirigeants avec un sourire jusqu'aux oreilles. Commençons par une tradition aussi attendue que la floraison des tulipes à Ottawa, la saison des excuses politiques. Cette année, un élu a battu tous les records en s'excusant pour avoir malencontreusement voté contre sa propre proposition de loi. La raison? Un malheureux mélange entre la gauche et la droite. Ou peut-être juste un petit creux qui détourne l'attention. Qui sait? Peut-être qu'un guide voté pour les nuls trouverait sa place sous les sapins de nos parlementaires cette année. Et alors que Mercure chute, la question de chauffage revient sur le tapis. Ou plutôt, sous les chandails de laine. Un ministre toujours prompt à trouver les solutions économiques a suggéré de simplement porter plus de couches à la maison. Un chandail pour chaque citoyen pourrait devenir le nouveau slogan fédéral, avec une collection de coton watté marqué de la feuille d'érable, pour affronter l'hiver avec tout patriotisme. Pendant ce temps-là, dans le Grand Nord, une initiative audacieuse voit le jour. Caribou Connect. L'idée? Équiper nos amis les caribous de bornes Wi-Fi pour booster la couverture Internet dans les zones reculées. Bien que l'idée soit noble, il semblerait que les caribous aient d'autres préoccupations que de fournir du réseau à les compatriotes humains. Qui l'a cru? Sur la scène internationale, le Canada révolutionne la diplomatie avec son arme secrète, le sirop d'érable. Chaque tension diplomatique se voit désormais adoucie par un flot sucré de diplomatie liquide. Certaines murmurent que cette stratégie a tellement de succès que des pays envisageraient de créer des conflits juste pour le plaisir de recevoir quelques bouteilles de cette potion magique. Je les comprends. Oui, assurément. Enfin, le débat linguistique prend une tournure inattendue. Pourquoi choisir entre l'anglais et le français quand on peut parler les deux en même temps? Le franglais devient la nouvelle langue officielle des débats parlementaires, créant des moments de confusion hilarants, mais aussi surprenants de compréhension. « Je suis sorry » pourrait bien devenir le nouveau slogan de l'unité nationale. Voilà, chers auditeurs, notre voyage au cœur de la politique canadienne se termine ici. Comme quoi, derrière les feuilles d'érable se cache non seulement une nation fière, mais aussi un sens de l'humour qui nous garde bien au chaud, même dans les débats les plus glaciaux. Mais moi, les filles, je veux savoir, à quel point le franglais, ça prend de la place dans votre vie? Oh, ça prend toute la place. Moi, je dois dire que je suis complètement dans le franglais. Malheureusement, en fait, finalement, là, parce que j'aimerais bien qu'on préserve la langue, mais souvent, c'est tellement ancré dans notre quotidien, que je peux pas faire autrement que penser qu'un jour, ça va être une vraie langue officielle. Là. Oui. Moi, j'entends mon petit papy qui me crie à l'arrière « Loi 101! » Tu sais, le franglais, c'est tout. Hey, je m'en ai dit un anglicisme, là. C'est là. Mais que ce soit dans la musique, que ce soit dans le parler avec des amis, le franglais, c'est complètement présent. En effet, merci Michael pour cette belle chronique. On a reçu un message via la message texte du 1047. Audrey qui nous écrit « Michael, tu devrais écrire un livre politique pour les nuls. » Je suis sûre que ça serait très prometteur. Bestsellers. Au retour, on reçoit le conseiller du district d'Elmer et président du conseil municipal de Gatineau, Steven Boivin. Restez avec nous, ça risque d'être fort intéressant. On parle du patrimoine. Si vous deviez jeter votre bâton de déodorant à la fin de chaque mois, même s'il en reste, seriez-vous heureux? Non, nous non plus. C'est pourquoi chez Fizz, vos données mobiles inutilisées se transfèrent au mois suivant. Des
sujets qui vous interpellent ici en Outaouais. Des attaques personnelles qui dépassent la critique. Des décisions prises à des fins tellement partisanes. Je le sens que vous êtes triste pour Mme Bellil aujourd'hui, mais êtes-vous choqué, vous, contre Action Gatineau? J'ai pas nécessairement le même sentiment qui habite la mairesse, mais ceci dit, j'ai pas non plus occupé son poste. LP le midi avec Louis-Philippe Brûlé en semaine dès midi au 104.7 Outaouais. C'est l'heure du goût d'info. De retour au goût d'info, toujours avec Angélie, Béatrice et Michael. Monsieur Steven Boivin s'est joint à nous autour de la table. Je l'ai dit précédemment, vous êtes conseiller du district d'Aylmer et président du conseil municipal de Gatineau. On vous reçoit aujourd'hui pour parler de patrimoine, mais avant tout, vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Contente de vous recevoir. On parle de protection du patrimoine, comme je disais, un sujet que je pense qui vous préoccupe assez, puisque mardi a eu lieu à Gatineau un vote concernant le bâtiment sur le 674 chemin d'Aylmer, et vous avez voté en faveur de préserver ce bâtiment-là. Concrètement, moi, je voudrais savoir à quoi on peut s'attendre d'une maison ou d'un bâtiment, en fait, qui est d'une forte valeur patrimoniale. Quels sont les critères pour être conservé ou non en tant que bâtiment? En fait, la protection de nos bâtiments, là, c'est vraiment un pouvoir discrétionnaire qui est donné aux villes. Donc, c'est vraiment les conseillers, les conseillères, la majorité qui votent pour ça. C'est-à-dire que de démolir ou non une maison, ça relève tout d'abord du comité des démolitions qui prend une décision, mais les gens peuvent faire un appel. Donc, dans ce cas-ci, ils ont fait un appel de cette décision-là parce que le comité de démolition a autorisé la démolition. Les critères sur lesquels s'appuyer, eux font partie de notre service, disons, de l'urbanisme qui, lui, fait des recommandations. Et les critères, sont un peu propres à chacun. C'est-à-dire qu'il y a des citations patrimoniales qui existent. Il y a la loi sur le patrimoine culturel du Québec. Donc, tout le monde un peu s'appuie sur l'ensemble des critères qui, eux, sont objectifs, mais la décision, elle, disons qu'elle relève plus du discrétionnaire. Parce que, vous l'avez mentionné, mais le service de l'urbanisme a en fait recommandé de préserver le bâtiment dont on parle aujourd'hui sur le chemin d'Aylmer. À première vue, cette maison-là ne donne pas le cachet d'une église historique qu'on a envie de visiter. Mm-hmm. Qu'est-ce qui fait que cette maison-là doit être préservée? Parce qu'on a eu des propos là, assez cocasses, je dois dire, de M. Mario Aubé, qui est président du comité de démolition, qui parle de cette maison-là comme en disant « c'est une cabane, c'est une vieille baraque, tout simplement ». Qu'est-ce qu'elle a de spécial? En fait, son histoire est assez grande, là, c'est-à-dire que l'Association du patrimoine d'Aylmer, qui est venue nous présenter justement les éléments historiques et patrimoniaux de cette maison-là, est assez éloquent. Je pense que c'était assez clair de voir la valeur. Puis je pense que le patrimoine va bien au-delà des églises ou de ce qu'on reconnaît, des grands édifices patrimoniaux. Le patrimoine, c'est nous. C'est notre identité. Je vous entendais tantôt parler du franglais, mais Aylmer, c'est un peu l'anglais, la cohabitation de l'anglais et du français. Ça fait partie de notre histoire. Donc, on se doit de préserver une partie de notre histoire parce que comment on fait pour savoir où l'on va si on ne sait pas d'où l'on vient? C'est un peu de ce proverbe-là qui nous permet d'être qui nous sommes. Dans ce contexte-ci, l'histoire de ce patrimoine-là, mais si on le perd, on perd un peu de qui nous sommes. Je suis tout à fait d'accord. C'est cette phrase-là qu'on devrait écrire là, pour les slogans là, en politique. Parlons financement maintenant. On sait que conserver une maison de ce genre ou un bâtiment de ce genre peut engendrer des coûts. On dit souvent que l'entretien de bâtiments patrimonial peut coûter plus cher que la reconstruction ou la restauration finalement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux personnes qui disent que cet argent-là serait un peu gaspillé pour entretenir cette maison-là? Pour moi, en fait, il n'y a pas de prix assez cher pour garder qui nous sommes. C'est-à-dire que qui je suis, pour moi, il n'y a pas un coût qui vaut ça. Puis quand on achète une maison, on l'achète en toute connaissance de cause. Dans ce cas-ci, évidemment, il n'y avait pas de citation patrimoniale pour la maison. Donc, moi, je comprends le promoteur qui a acheté cette maison-là en toute connaissance de cause. Il disait, je vais pouvoir la démolir et ensuite construire mon immeuble. Ouais. Cela dit, il y a quand même eu l'Association du patrimoine d'Aylmer qui a donné son avis puis il a dit, nous, on
considère que cette recommandation, que cette maison-là, elle a une c'est hautement patrimonial. Et notre service de l'urbanisme, dans le cours du travail avec eux, on dit c'est une reconnaissance forte du patrimoine. Donc, à ce titre-là, il faut être à l'écoute des experts puis dire il y a un enjeu avec cette maison-là, avec cette reconnaissance-là. Cela dit, il faut pas juste non plus penser à la construction et à la destruction, c'est-à-dire que on est capable sur ce terrain même-là de construire des logements et de préserver la maison. Donc, je pense que ça aurait été d'être à l'écoute de l'ensemble des personnes et de dire, voici... D'y aller sous forme de compromis, finalement. C'est de trouver un terrain d'entente, j'imagine. Là. Exactement, de travailler ensemble. Puis, c'est-à-dire que notre identité, puis particulièrement à Elmer, on le voit dans les secteurs plus éloignés, Elmer, Buckingham, puis Hull même, il y a ce désir-là de protéger qui nous sommes. Puis, c'est sûr qu'on veut continuer à avancer. On ne veut pas mettre des bâtons dans les roues. On le sait qu'on on a une crise du logement présentement. Mais il ne faut pas opposer crise du logement et protection du patrimoine. Ça doit se faire ensemble. Oui, vous m'enlevez les mots de la bouche. C'était exactement là que je m'en allais. La crise du logement, on en a parlé. On en parle souvent sur l'émission parce que c'est un sujet qui touche les personnes de toutes tranches de milieu. Beaucoup de gens, exactement. Là, merci. Certaines personnes pourraient plaider là, cette cause-là parce qu'on parle de 32 logements qui seraient mis sur le terrain de la maison qui serait démoli. Ce serait-il pas un plus pour aider ces citoyens-là qui sont en crise de démolir, oui ou non? Bien, c'est-à-dire que là-dedans, il y a deux aspects. Il y a une crise du logement, ça c'est vrai, mais il y a encore plus, il y a une crise du logement abordable. Donc, il faut se pencher sur cette question-là. C'est prouvé scientifiquement que c'est pas parce qu'on construit plus de logements qu'on va nécessairement que les prix vont baisser et que les logements vont être plus accessibles. Donc, l'accessibilité au logement, c'est une chose. Ensuite, à ce titre-là, il ne faut pas il faut pas jouer dans le film où est-ce qu'on oppose les deux. C'est-à-dire que la crise du logement, c'est pas une excuse pour tout démolir. Il faut pas, il faut se poser la question, oui, il faut construire, mais à quel prix? Et à ce titre-là, dans ce cas précis-là, moi, je pense que le prix à payer était beaucoup trop grand pour construire du logement. Combien de logements est-ce qu'on a autorisé sur le territoire depuis 2 ans? Juste sur le chemin, au coin Vanier-Allumetière, c'est près de 2000 logements qu'on a approuvés dans les 2 dernières années. Et là, on dit, il y a une crise de logement, il faut en rajouter 32. À un moment donné, il faut être conséquent aussi. On ne va pas nécessairement démolir notre patrimoine à ce titre-là, surtout que sur le terrain, on peut à la fois préserver et bâtir. Donc, pour moi, c'est un faux débat. Puis encore là, on parle de pas parce qu'on construit plus de logements que les prix baissent. C'est bien beau de me construire 32 logements, mais si tu me loues ton 3,5 à 1500 $, ça règle pas mon problème. T'sais. Exact. C'est pas un sujet contre l'autre, selon moi. C'est 2 thématiques complètement distinctes qui se doivent d'être traitées de façon distincte. J'ai l'impression aussi. Je suis pas mal d'accord avec vous. À quoi on peut s'attendre pour les prochaines étapes? Parce que je sais que le vote a été en égalité cette semaine. Là, quand vous avez voté mardi dernier, c'était 10 contre 10. On va devoir aller prévoir des démarches administratives, donc aller chercher un avis juridique. Est-ce qu'on parle de plusieurs semaines, de plusieurs années? Quelles sont les prochaines étapes par rapport à ça? C'est une bonne question. Je n'ai pas une connaissance fine du milieu juridique. Je ne sais pas s'ils sont en pénurie de main-d'œuvre aussi pour traiter ces dossiers-là. Mais nous, là, dans le fond, c'est que c'est la 2e fois que ça arrive. Faut comprendre que dans un contexte de conseil municipal, une résolution, lorsqu'il y a une égalité, c'est reconnu à la négative. Donc, la résolution ne passe pas. Dans ce contexte-ci, c'est différent. C'est-à-dire que c'est une résolution pour un appel de démolition, ce qui est un contexte un peu différent. Puis ça, c'est unique au Québec. C'est-à-dire que c'est la 2e fois que ça arrive à Gatineau, mais la première fois que ça arrive au Québec. C'est donc la première fois que c'est arrivé, c'est avec un cas à Buckingham, il y a quelques mois. Et ce cas-là est présentement en cours, justement. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est proactivement, notre administration a dit, nous, on va, pour comprendre comment on met en œuvre une décision du conseil, parce que la décision du conseil est claire. On rejette la résolution qui, elle, cherchait à renverser la décision. Cela dit, comment on le traite? Parce que déjà, on est en cours avec quelque chose. Fait qu'on ne veut pas prendre la mauvaise décision puis ensuite l'appliquer. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va proactivement apporter cette décision-là pour un avis juridique. Et ensuite, avec les 2 réponses pour les 2 cas qui se ressemblent, on va pouvoir avoir une approche globale et par la suite, parce qu'il va en avoir d'autres, puis il va en avoir d'autres, des projets qui peut-être vont arriver à 10-10 dans un appel de démolition. Donc, on va pouvoir avoir une réponse globale de comment on traite ça par la suite. Ça prouve qu'on est bien représenté par les conseillers municipaux parce que les avis sont partagés de ce côté-là. C'est ce que j'en ressors. Oui, juste faire le pouce là-dessus. On parlait de 10-10 au niveau du vote. Là-dessus, l'ancienne mairesse qui avait voté
pour la démolition. Là, c'est tombé dans un certain sens 10-9. Est-ce qu'il y a place à reprendre le vote? C'est une bonne question, ça. Est-ce qu'il y a place à... Non, le vote est fait, là, c'est fait. OK, c'est fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a voté, puis que le président, puis ça tombe bien, c'est moi, une fois que le président dit que la résolution est rejetée. Donc, son départ n'a aucun impact avec la suite. OK. Je me demandais. Ce que je peux résumer de notre rencontre, c'est que détruire ce bâtiment-là serait un pas de recul pour préserver notre histoire, finalement, puis que c'est super important de le faire pour l'histoire de notre région, j'imagine. Je suis content de vous avoir convaincu d'avoir voté avec moi. Pour moi, c'est oui. Ça n'a pas été difficile de me convaincre, honnêtement. Ouais. T'as bien fait ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Boivin. C'était un plaisir. Merci. On vous souhaite une belle fin de journée. À vous aussi. Je vous l'ai dit plus tôt, on parle du mois des Noirs. Donc, le mois de février, là, c'est le mois des Noirs. Et le thème cette année, l'excellence des personnes noires, un patrimoine à célébrer, un avenir à construire. Évidemment, c'est un mois super important pour les initiatives, pour mettre de l'avant les personnalités, en fait, publiques là, qui sont issues de la minorité. Mais moi, j'ai envie de vous parler aujourd'hui des campagnes de diverses entreprises qui ont été faites sur le sujet et que je pense qu'ils méritent d'être soulignées. On a la campagne faite par Avino qui fait circuler le hashtag Skin Visibility, dans le fond, qui la visibilité de la peau, là, si je peux traduire comme ça. La compagnie de savon? La compagnie de savon Avino, oui, tu connais? Oui. En fait, eux, là, ce qu'ils disent, c'est que l'eczéma est la deuxième maladie de peau la plus fréquente dans la communauté noire, et que les experts estiment qu'elle est constamment sous-diagnostiquée en raison d'un manque de représentation dans les manuels médicaux. Donc ça, c'est vraiment un problème pour les personnes qui souffrent de cette maladie-là. C'est pourquoi Avino là, a décidé d'offrir des solutions essentielles en matière de soins à plus de 200 000 femmes noires. On parle aussi d'une association qui a été faite avec Chanel Iman, un mannequin qui a longtemps lutté contre sa peau sensible, en fait, et qui est impatiente de partager son histoire. Moi-même, qui ai une peau sensible et qui a des problèmes avec ça depuis des années, là, littéralement, je peux pas m'imaginer ça serait quoi de pas avoir de suivi médical par rapport à ça et de devoir tout le temps convaincre ou devoir me justifier, finalement. On a également la compagnie Listerine qui lance la collection de WA. Donc, The WA Collection a été mis en place à cause de certaines données qui sont sorties, notamment que 4% des dentistes s'identifient comme une personne noire. C'est très peu. C'est pas beaucoup, 4%. Là. C'est au-delà de pas beaucoup, c'est très minime même. On parle également de chiffres comme que plus de 40% des adultes noirs à faible revenu et non hispaniques ont des caries dentaires non traitées. Donc, c'est vraiment le non traité là, qu'on met de l'avant ici. Ben oui. On a lancé, Listerine a lancé en septembre 2023 l'initiative de WA Collection qui vise à développer l'éducation et rehausser les normes de santé bucco-dentaire, également tout en augmentant la représentation des Noirs dans le domaine, des personnes noires en fait dans le domaine de la dentisterie pour également être plus représentatif finalement, ce qui est super important selon moi. Une très bonne initiative de leur part. Oui, exact. C'est incroyable. Parlant de bonnes initiatives également, on a l'entreprise Band-Aid qui, on le sait déjà, en juin 2021, ont lancé des pansements adhésifs qui ont été conçus de différentes couleurs, donc de couleur noire, de couleur brune, pour offrir plus de diversité aux personnes de couleur. Mais récemment, là, la marque s'est associée avec Dancing with the Stars. On parle de franglais depuis tantôt, puis je manque pas à l'appel. Hein? Oh, ouais, on comprend. Danse avec des vedettes. Danse avec des vedettes. Bien fait de me corriger. Donc, on parle d'une association, en fait, qui serait là pour organiser une série de stages et de danse et pour fournir, en fait, des informations sur la danse et pour aider les communautés noires et de couleur, en fait, là, à innover dans le milieu de la danse. Donc, on souligne leur initiative là, et en espérant que ça l'invite d'autres entreprises désolé. En effet, je suis d'accord avec ce que tu allais me dire. À se mettre de l'avant. Là. Oui, à suivre le pas, en fait. Là, exactement. Là. C'est grand temps, selon moi. Donc, après la pause, Michael, tu nous parles de hockey universitaire. C'est la finale ce soir pour notre équipe d'Ottawa. On a également un concours en fin d'émission où vous pourrez gagner une paire de billets pour le spectacle de musique du Seigneur des Anneaux. Je sais, Michael, tu es un grand fan. Malheureusement, tu ne peux pas participer. Ben, c'est correct. J'ai demandé à tous mes frères et sœurs de participer à ma place. Comme ça, si je gagne. Ben, on va gagner. As-tu fait les mêmes démarches, Béatrice? Pas du tout. J'ai pas vu un film. Moi non plus. Pardon?
Ça sera peut-être notre chance d'aller visiter parce qu'on a le spectacle de musique des Seigneurs des Anneaux qui est disponible aujourd'hui le 24 et demain le 25 février. Pour gagner la paire de billets, vous devez nous écrire via la messagerie texte au 27772. On va jouer à mon jeu préféré qui est Qui a dit quoi? Est-ce un politicien ou un poète? Ça risque d'être C'est un excellent jeu. D'être assez difficile, je dois dire. Donc, on se retrouve là, après la pause pour ce jeu. À tout à l'heure.